Euh, merci, j'ai compris. Hop, c'est parti. Et là, j'ai la main. Non, je pense que c'est moi. Ouais, c'est ça. Ouais, Euh, ok, ben, tu me diras et je commençons. passerai. Il n'y a pas de souci. Donc, ben, comme l'a dit tout à l'heure Anne-Laure, pardon, je suis là pour vous voir ben, dérouler avec vous l'atelier pédagogique numéro 3 concernant l'économie circulaire et le réemploi dans le bâtiment. Alors, ben, nous allons parler d'économie circulaire et de réemploi. C'est un petit peu le but aujourd'hui. Et si tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Et dans cette slide, c'est la même. Normalement, ça a changé, mais j'ai l'impression que ma connexion Internet est vraiment très lente. Ah ben attends, moi, en attendant, comme j'ai ma présentation qui n'est pas loin, donc il s'agira aujourd'hui de comprendre un petit peu les enjeux qui découlent de tout cela. Deux petits mots juste pour pouvoir vous parler de moi en quelques mots. Donc, moi, je travaille, je suis facilitatrice des éco-organismes, c'est-à-dire que je suis un peu une interface entre l'éco-organisme, et nous allons revenir dessus tout à l'heure, un petit peu plus tard, et les acteurs du territoire. Donc, j'ai une société qui s'appelle C2D Consulting et nous travaillons avec l'ensemble des éco-organismes et nous essayons un petit peu de les aider à déployer leur système sur le territoire. Alors, si on va parler d'économie circulaire, j'ai envie de vous dire qu'en termes de définition, ce sont des concepts qui sont relativement récents parce que on s'est rendu compte très rapidement on partait d'une économie qui était du tout jetable à une économie, ce qu'on appelait une économie linéaire. Donc, ayant en tête ce côté linéaire, ce côté extraire, fabriquer, consommer, jeter, enfin voilà. Et on passe donc d'une économie, on s'est rendu compte très, très, très rapidement que l'économie linéaire, en fait, avait ses limites. Elle avait ses limites, pourquoi? Si vous regardez bien, dans le premier mot que je vous ai dit, je vais peut-être parler d'extraction. Donc, on s'est rendu compte qu'on n'arrêtait pas d'extraire, récupérer des minerais, des minerais par-ci, récupérer de la matière par-là, mais que ce produit, alors ça c'est le truc, excusez-moi, ça c'est la fille qui ne connaît pas bien. Vous entendez sonner? Attendez, refuser, et je vais couper, parce que ça, sinon, ne pas déranger. Voilà. Désolée, c'est ça. Et donc, j'espère que ça ne va pas ressonner. Hein. Et donc, on s'est rendu compte, je disais, donc, on va extraire, on va fabriquer, mais surtout qu'on va jeter. Et que finalement, en jetant, ben, on était très limité, autant chez nous en Guadeloupe, mais aussi hein, sur la planète entière, on était limité dans le geste même de jeter. Du coup, il y a eu des réflexions qui ont commencé à pointer en se disant, mais attends, le linéaire, c'est bien gentil, ça a l'air facile, mais il vaut mieux que nous passions sur une économie un peu plus respectueuse de l'environnement, respectueuse des personnes, et c'est ainsi qu'est née la question de l'économie circulaire. Alors, qui dit économie circulaire va dire trois piliers. Donc, vous pouvez voir ici la slide. En rouge, la question de la gestion des déchets. Donc, ce que je vais produire, qu'est-ce que ça va devenir? En bleu, la question autour des offres des acteurs économiques, parce que pour que mon produit puisse avoir du sens, pour donner du sens à mon produit, bah, il faut que je puisse offrir aux acteurs économiques. Donc, les acteurs économiques, c'est qui? Ce sont les entreprises, ce sont les associations, ce sont également ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les EPCI. Donc, en gros, ce sont les collectivités, les communautés d'agglomération, les mairies, en fait, tout ce qui va être administratif. Donc, c'est offrir à ces acteurs-là de nouvelles possibilités. Et puis aussi, pour pouvoir avoir une gestion efficace de nos ressources,
c'est important de s'interroger sur le consommateur. Qu'est-ce qu'il veut, le consommateur, et comment il se comporte. Et qu'est-ce qu'il veut, le consommateur? Il veut un peu plus de respect de son environnement, il veut moins de pollution. C'est ça, en fait. Et du coup, tout cela mis en place, ça fait l'économie circulaire. Donc, retenez 3 piliers. Maintenant, les 3 piliers, les 3 domaines, plutôt, vont rejaillir sur 7 piliers. Et c'est là qu'on arrive à la slide suivante. C'est ça? Les piliers donc, de l'économie circulaire qui vont être en fait sur plusieurs, qui vont permettre en fait de faire en sorte que cette économie circulaire soit mobile. Hein. Donc là, vous voyez hein, l'extraction, fabriquer, revient dessus sur la première, la slide précédente. Extraire, fabriquer, consommer, jeter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est en fait une économie totalement linéaire. Et là, nous allons revenir sur, nous allons vers une consommation plus responsable, un allongement de la durée de vie, le tri, le recyclage et l'éco-conception. Donc ça, c'est maintenant l'économie circulaire et c'est ainsi que désormais l'ensemble des projets essayent en tout cas de s'accrocher ou en tout cas essayent de se caler. Alors, je reviens sur un peu les piliers de l'économie circulaire et là, Anne-Laure, c'est la slide suivante. Nous avons donc 7 piliers. D'abord, une question d'approvisionnement. Parce que pour que vous puissiez, le démarrage, c'est vrai qu'on a besoin de ressources. Je ne sais pas, moi, par exemple, j'ai du papier devant moi, pour pouvoir fabriquer du papier, j'ai besoin de bois. C'est le bois qui va me permettre d'avoir du papier. Mais ce papier, en fait, plus je vais consommer je veux du papier, plus je vais consommer du bois. Donc, il faut que je puisse avoir un approvisionnement durable. Donc, m'interroger comment ma forêt va pouvoir me produire du papier. Vous voyez, ou en tout cas me produire du bois, puisque c'est ma matière première. Donc, on va étudier en fait les impacts environnementaux et sociaux des ressources utilisées. Est-ce que le produit que je vais utiliser, dont j'ai besoin, est-ce que c'est, je ne sais pas moi par exemple, est-ce que ce sont que des robots ou est-ce que ça va développer une activité sur le territoire? Ça, c'est l'approvisionnement durable. Un autre concept, ou en tout cas un autre des piliers, c'est l'éco-conception. C'est se demander en fait, quand je vais fabriquer, je garde l'idée de mon papier, quand je vais fabriquer mon papier, oui, mais comment je vais le produire? Est-ce que si je veux du papier tout blanc, vous savez, pour avoir du papier blanc, en fait, il faut chlorer, il faut blanchir le papier. Donc, on va utiliser du chlore. Ah ben tiens, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un papier extrêmement blanc? Ou est-ce que si on peut se contenter, en fonction de ce qu'on a besoin, est-ce qu'on peut se contenter d'un papier un peu moins blanchi? Et là, c'est toute la question de l'éco-conception. Comment, en fait, mon produit peut avoir un minimum d'impact environnemental sur son cycle de vie, sur même sa réalisation. Un autre des piliers, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle et territoriale. Il s'agit là de pouvoir mettre en synergie. Donc, quand on parle de synergie, c'est vraiment de travailler de concert avec plusieurs acteurs économiques et trouver des solutions sur les flux de matière, la matière-énergie. Tiens, est-ce que, je reprends mon idée de mon papier, hein, toujours pareil. Est-ce que, par exemple, pour pouvoir avoir du papier, j'ai besoin de bois, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à développer avec un transporteur qui aurait besoin de beaucoup de papier, que sais-je, hein. Par exemple, sur la question de l'eau. Est-ce que, par exemple, si je dois faire une usine de papier, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas intéressant d'avoir cette usine proche d'un endroit où ils vont évacuer de l'eau, par exemple, de manière à pouvoir faire des économies sur les infrastructures, sur des biens, sur même des services. Je parlais tout à l'heure du transport, ça, c'est ce qu'on appelle les services. Donc, tout ça, en fait, ça s'appelle de l'écologie industrielle et territoriale. Et l'idée,
c'est d'optimiser l'utilisation des ressources sur le territoire. Alors, je vous rassure, hein, nous, on le faisait déjà. Ce sont des choses qu'on faisait de manière intuitive sur la Guadeloupe. Donc, intuitive, ça veut dire, bon, on se connaissait, on disait, ah, mais tiens, mais si tu vas à Basse-Terre, parce que quand, par exemple, deux entreprises se disaient, mais si tu vas à Basse-Terre, est-ce que tu penses que tu peux me ramener telle chose, etc., etc. Elles le faisaient de manière intuitive, mais pas de manière hyper développée. Et donc, l'écologie industrielle et territoriale est là pour vous n'êtes pas perdu? Ah, mince. C'est peut-être un petit peu embêtant. Non, c'est bon, Christelle. On est là. Ça a coupé, mais on est là. Oui, c'est bon. Je me sens moins seule. Oui, non, non, ça a coupé 2 petites secondes. J'ai cru que c'était de mon côté, mais Ouais, c'est pas évident. Hein. Alors, autre pilier, ça va être ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Que ça, c'est un des points, une des choses sur lesquelles on a encore beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire qu'on va privilégier l'usage plutôt que la possession. On va vendre un service plutôt que du bien, pardon. Du bien, je ne sais pas, mais un bien, c'est sûr. Si on peut, par exemple, si je reprends mon sujet sur la papeterie, je décide que je vais faire du papier. Voilà. Donc, j'espère que vous suivez bien. Je me suis demandé d'où vient mon bois. Je me suis demandé, est-ce que mon bois, ce sont des forêts durables? Comment je vais faire? Ensuite, quand je mets mon usine, je me dis, mais je vais mettre mon usine près d'un endroit où ils vont utiliser beaucoup d'eau. Comme ça, lorsqu'ils vont relâcher de l'eau, ben, je vais utiliser cette eau-là pour faire mon papier, par exemple. Et puis, par exemple, si je dois travailler sur l'économie de la fonctionnalité sur mon papier, je peux, par exemple, dire, plutôt que de dire aux gens, achetez du papier et après vous le jetez, je peux leur vendre ben, l'utilisation d'un papier qui pourrait réutiliser. Ils pourraient réutiliser en faisant des cahiers, en faisant des blocs-notes, ce genre de choses, et leur dire, voilà, lorsque vous achetez mon cahier, plutôt que d'acheter le cahier à 1 centime, vous achetez vous achetez des blocs-notes et vous achetez des produits, je vous garantis que vous pourrez utiliser mon papier 10 fois. Je ne sais pas, hein, je dis des bêtises, hein, vous comprenez bien que je ne suis pas une experte du papier, mais bon. Et là, je vous ai donné un exemple, c'est ce qu'on appelle la vente de kilomètres à parcourir. Alors ça, c'est un exemple qu'on utilise beaucoup, par exemple, pour les pneus. De plus en plus, lorsqu'on vend des pneus, les gens ne vendent plus le pneu. Ils ne vendent plus le pneu en disant achetez un pneu et puis c'est tout. On vous vend des kilomètres. Alors, je sais qu'en Guadeloupe, ce n'est pas encore le cas, mais il me semble qu'en métropole, ça se fait de plus en plus, notamment chez Michelin, où on vous dit, voilà, vous avez un produit pour 10 000 km. Donc, en fait, vous achetez 10 000 km de route, ou 5 000 km de route. 10 000, c'est peut-être beaucoup, hein. J'exagère. Bon, vous achetez 5 000 km de route, qui veut dire qu'on vous garantit que votre produit, votre pneu, pendant 5 000 km, eh ben, il sera encore exploitable et vous pourrez le ramener et on vous en donnera un neuf. Ensuite, un autre des piliers de l'économie circulaire, vous voyez que quand même l'économie circulaire, c'est une série comme je l'ai dit, une série de piliers, mais c'est aussi, ce sont vraiment des concepts très forts et qui font que le produit que vous allez créer, il devient pratiquement écolo, si on peut dire ça comme ça de manière rapide. Hein. Donc, un autre des piliers, ça va être la consommation responsable. La consommation responsable, ça veut dire quoi? Ça veut dire se demander à toutes les étapes de la vie du produit
que ce produit soit, en tout cas, comment je peux dire ça? Communiquer sur le fait que d'utiliser ce produit-là, c'est une consommation responsable. C'est une consommation qui est respectueuse de l'environnement. On reprend l'exemple de mon papier. Ça peut être, par exemple, se dire à toutes les étapes du cycle de vie de mon papier, ce produit-là, il est éco-responsable parce que on utilise de l'eau, mais par exemple, on n'utilise pas de l'eau potable, on utilise de l'eau qui devrait être jetée. C'est un produit où on a des forêts, on a des ressources issues de forêts éco-responsables. Comment on appelle ça, le transporteur utilise que des camions au biogaz, par exemple, au biogaz. Bref, en tout cas, voilà, la consommation responsable, c'est vraiment prendre en compte l'ensemble des impacts environnementaux et ça dans toutes les étapes du cycle de vie du produit. L'allongement de la durée d'usage, un autre des piliers, c'est de permettre en fait le recours à la réparation, le recours à la vente, à l'achat d'occasion, au don. Tout ça pour pouvoir avoir du réemploi, pour pouvoir travailler autour de la réutilisation. Si je reprends l'exemple de mon papier, l'allongement de la durée d'usage, ce serait par exemple de dire que le papier, quand vous allez acheter mon papier, c'est un papier qu'il va, déjà je vous garantis que c'est un papier, lorsque vous l'avez utilisé, vous me le donnez et je le transforme et je vous fais des bloc-notes. Mais par exemple, lorsque le bloc-notes il est abîmé, par exemple, vous me le rendez et je vais en faire de la biomasse pour pouvoir en faire de l'énergie. Je rêve, hein, je suis dans du rêve total et général. Je ne vous dis pas que ce n'est pas mon projet du tout, ce n'est pas mon projet de vie. Enfin, ce n'est pas ma mission de vie, ça c'est sûr. Autre pilier, ça sera autour de l'amélioration de la prévention et de la gestion ou du recyclage des déchets. Notamment, on peut réinjecter des matières issues des déchets. Je prends un exemple, je reprends mon papier, je me dis, voilà, pour pouvoir, mon papier vient de la forêt, machin, etc. Mais je me dis que dans la fabrication de mon papier, je vais mettre 10% ou 20% issus, vous savez, des fameux blocs-notes que vous allez me remettre. Une partie des blocs-notes va partir en énergie et une partie des blocs-notes va être réinjectée pour pouvoir en refaire du papier. C'est ça, en fait, l'idée. Tu peux y aller, excuse-moi. Et là, je pense qu'il y a question pour voir si vous avez tout suivi. Oui, tout à fait. Merci Christelle pour cette première partie. Donc, effectivement, l'idée, c'était de faire aussi une animation un peu interactive. Donc, on a deux petites questions. Donc, j'espère que vous êtes bien connectés sur Kahoot. Les liens sont dans la discussion pour rappel pour ceux qui sont arrivés après. Alors, du coup, première question. Donc, c'est un choix multiple. Qu'est-ce que le réemploi des déchets? Donc, premier choix, donc, réparer un objet pour qu'il remplisse à nouveau ce pourquoi il a été conçu, réutiliser un déchet comme matière première pour l'industrie ou démanteler un objet et envoyer ses composants vers une filière de recyclage. Alors, on a une première réponse. Deux réponses. Alors, il vous reste 30 secondes, moins de 30 secondes maintenant. 3. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que le réemploi des déchets? Donc, normalement, tu vois aussi sur ton téléphone. Hein? Donc, le réemploi des déchets, est-ce que c'est réparer un objet pour qu'il remplisse à nouveau ce pourquoi il a été conçu, démanteler un objet et envoyer ses composants vers une filière de recyclage, ou alors réutiliser un déchet comme matière première pour l'industrie? 3, 2, 1. Voilà, la dernière sur le fil. Donc, effectivement, c'est donc réparer un objet pour qu'il remplisse à nouveau ce pourquoi il a été conçu,
et réutiliser un déchet comme matière première pour l'industrie. Et deuxième question, alors oui, tableau des scores, pardon, à chaque fois j'oublie. Et le petit classement. Donc, OK, ça, non, ça en sort bien. Oui, Madame Joshua aussi. Oui, ouais. Ambre. J'ai fermé les yeux et j'ai... Ah, et du coup, deuxième question. Qu'est-ce que l'économie circulaire? Donc, est-ce que l'économie circulaire, c'est tout faire pour transformer nos déchets en ressources? Est-ce que c'est acheter des produits qui se transportent plus facilement? Ou alors, est-ce que c'est jeter tout ce qui est inutile? Alors là, normalement, si vous avez bien écouté, vous n'avez même pas besoin de la minute. Hein? Alors, j'ai plus le nombre exact de participants. Je sais pas. Donc, on a déjà 4 réponses. Je crois qu'il y avait 4. Ah non, il y a 5. Alors, il vous reste une vingtaine de secondes. Oui. Et fin. Donc, effectivement, tout le monde a bien répondu. Donc, c'est tout faire pour transformer nos déchets en ressources. Bravo. Et du coup, le podium reste le même, mais c'est juste les positions qui changent. Oui, parce qu'il y a une question de rapidité aussi. Hein. C'est vrai que K.O. qui a la rapidité. Et du coup, on repasse à la présentation donc avec Madame Joshua. Oui, toujours présente. Et là, on va parler en fait, alors je ne vois pas l'écran, mais je pense qu'on va parler, avant voilà, des revenus, là, sur la quantité de déchets qui sont produits en Guadeloupe, notamment sur la question du BTP. Alors, BTP, retenez bien que ça veut dire bâtiment et travaux publics. Ce sont des produits qui sont plutôt particuliers. En Guadeloupe, en 2019, nous avons comptabilisé près de presque 400 000 tonnes de déchets, de ce type de déchets. Et ça correspond quand même à 914 kilos par habitant sur une année. C'est juste énorme. Certains diraient d'ailleurs que peut-être c'est parce que le bâtiment est très dynamique aux Antilles, enfin en Guadeloupe en tout cas. Moi, je pense que c'est parce que nous manquons justement de suffisamment, nous manquons pas de technicité, mais de volonté peut-être pour pouvoir mieux gérer ce type de déchets-là. Parce que ce sont des déchets qui ne sont pas très difficiles à traiter. Enfin, pas si difficiles que ça à traiter. Et donc, de quoi sont constitués les déchets du bâtiment et des travaux publics? De déchets de démolition, je pense que ça, vous le saviez, hein, des déchets de réhabilitation, de construction. On détruit une maison, on détruit le CHU, on va détruire le CHU bientôt. Voilà, on aura ce type de déchets-là, les déchets des chantiers de démolition. Ensuite, de l'entretien des ouvrages existants, effectivement, lorsque vous avez un bâtiment, ben, vous allez refaire des travaux de manière régulière, de manière peu sporadique. Et donc, ça aussi, ce sont des déchets issus du BTP. Et de la réalisation de nouveaux projets de travaux publics. C'est le cas, par exemple, je repense à mon CHU, eh ben, un autre CHU, devrais-je dire, eh ben, le CHU, effectivement, la réalisation du nouveau CHU qui doit se faire à Perrin, ce sont aussi des déchets du BTP qui sont générés. Ils ne sont pas tout à fait d'ailleurs toujours du même type, mais ils sont générés quand même. En tout cas, 7% des déchets du BTP sont 7% des déchets du total des 400 000 tonnes sont des déchets du BTP. Et ces déchets-là, ils sont très majoritairement et très malheureusement enfouis en décharge. Certains sont pré-traités et on va les conditionner. C'est le cas, par exemple, de tout ce qui va être amianté.
qui va être systématiquement mis de côté, identifié déjà, mis de côté et envoyé en métropole, parce que vous le savez, comme vous devez le savoir, l'amiante est un déchet très dangereux et particulièrement où il faut être très, très, très précautionneux. Il faut prendre beaucoup de précautions. Et donc, ces déchets peuvent être valorisés par le recyclage de matériaux concassés, notamment lors de la formulation de béton. Par exemple, moi, demain, je vais visiter une unité où justement, ils essayent de se positionner sur le recyclage de matériaux. Donc, j'ai hâte, je vous assure que je suis impatiente de les rencontrer. C'est une unité qui se trouve sur Saint-Paul. Alors, la prochaine slide, merci. Alors, maintenant, on se pose la question de l'impact que peuvent avoir ces déchets-là sur notre île. Alors, vous l'avez bien compris, et je pense que vous le savez tous, hein, une pollution forcément visuelle. L'abandon, je vous laisse imaginer tous ces dépôts sauvages que l'on retrouve sur le bord des routes, mais pas que sur les bords des routes, hein, qu'on retrouve également, par exemple, dans les champs de canne, dans les forêts. Vous allez faire une petite marche et puis tout d'un coup, hop, vous tombez. Alors, des fois, vous tombez sur des voitures, mais souvent aussi, vous tombez sur des gravats qui sont abandonnés. Donc, une pollution visuelle. Une pollution des eaux parce que très souvent, les gens qui vont avoir ce comportement un peu anarchique, ne vont pas faire de séparation de différentes typologies, de différents types de déchets qu'ils ont. Ils vont mettre la peinture, ils vont mettre le placo-plâtre. Il faut que vous sachiez que le placo-plâtre, vous savez, c'est ce qu'on utilise pour pouvoir séparer, faire des salles, par exemple, dans un bâtiment. Parce que ça coûte beaucoup moins cher que d'utiliser du parpaing. Le placo-plâtre est un produit qui est extrêmement dangereux. Pour l'instant, en Guadeloupe, personne ne dit rien. On essaye un petit peu de contenir les produits, mais ça va être un gros souci, ce type de produit. Vous voyez, ces cloisons qui sont abattus, qui devraient être en fait envoyés en métropole pour être traités. Donc, quand vous avez ces produits-là qui sont abandonnés sur le bord du chemin, forcément, c'est de la pollution des eaux. Également, pollution des sols, hein, je ne ferai pas de schéma. Et puis aussi une pollution de l'air. Au-delà de tout cela, de toutes ces pollutions, bien entendu, l'impact des déchets sur nos îles, c'est une utilisation totalement anarchique de nos terres. Nous savons que nous sommes sur une île, sur un petit bout d'île, et que justement nos terres doivent être préservées. Elles ont déjà été chlordéconées, si je peux le dire ainsi. Et donc, le peu qui nous reste, ou en tout cas ce qui nous en reste, il serait de bon ton de pouvoir les protéger. Peut-être une question ou bien… Oui, tout à fait. Petite question. Donc, combien de tonnes de déchets par an génère le secteur du bâtiment en France? Donc, vous avez eu le chiffre en Guadeloupe, mais là, on vous dit, bon, par rapport à ça, pour la France, qu'est-ce que vous pensez? Donc, est-ce que c'est 40 millions de tonnes? Est-ce que c'est 4 millions de tonnes? Ou alors, est-ce que c'est 400 000 tonnes? Donc, le tonnage de déchets générés par le secteur du bâtiment par an en France. Bon, vous voyez qu'on n'est quand même pas dans les mêmes proportions qu'en Guadeloupe. Et ça reste énorme. Non, mais j'appuie pas sur le bon truc. Oui, non, il ne faut pas appuyer sur l'écran. Oui, des fois, je fais l'erreur. Je fais cette erreur, mais il faut aller sur… Pourquoi ça ne marche pas? Eh bien, si, ça ne marche pas parce que tu n'as pas de bon. Alors, et du coup, oui, c'était bien 40 millions de tonnes de déchets générés par an par le secteur du bâtiment en France. Donc, c'est énorme. C'est quand même un chiffre assez important. Et vis-à-vis de tout ce qu'on s'est dit sur le retraitement de ces déchets,
ça entraîne de grosses problématiques et c'est pour ça que le réemploi et l'économie circulaire dans le bâtiment a toute sa place. Et deuxième question, quelle proportion de déchets du BTP étaient réutilisés en 2014 en France, encore une fois? Donc, est-ce que c'est 71%, est-ce que c'est 61% ou est-ce que c'est 51%? Donc, on a dit en Guadeloupe, c'est un chiffre qui est très faible. Donc, je n'aurai pas le pourcentage en tête. Mais en France, à votre avis, à quel point ces déchets sont réutilisés? Donc, on a déjà 4 réponses. Tu as dit quoi, Christelle, pardon? Je disais que, sachant qu'en France, on n'est pas les champions du recyclage. Non. Pas du tout. On est champions du monde, pas du recyclage. Bon, on a nos 6 réponses. Alors, hop. Donc, c'est 61% en France en 2014. Donc, vous voyez que, bon, on est un petit peu plus haut que la moyenne, mais vous voyez aussi que du coup, ça se fait en fait, qu'il y a les moyens de le faire et que, comme disait Madame Duchot, c'est juste une question d'engagement et de politique à mettre en œuvre, de conscientisation aussi des professionnels pour que ça prenne un peu plus de place, un peu plus, que ça prenne place sur le territoire. Mais c'est tout à fait possible vu que les autres le font. Alors, petit classement. Alors, Lohan, effectivement, fait le plus gros combo avec 4 bonnes réponses d'affilée, qui se classe du coup deuxième. Et je crois qu'on a toujours... Ah ben non, c'est Ambre qui a pris la tête. Et en troisième, on a Sanan. Du coup, je vous propose de passer à la suite de la présentation. Il nous reste encore une quinzaine de minutes. Hop. Donc là, c'est vraiment sur l'aspect comment favoriser l'économie circulaire et le réemploi dans le bâtiment. Alors, c'est la grande question. Comment arriver à favoriser l'économie circulaire? Comment favoriser le réemploi dans le bâtiment? Ce sont des questions qui sont assez importantes, mais la base même de ces réponses, c'est d'abord la réglementation. Alors, peut-être que vous ne voyez pas tout à fait, mais ça n'a pas trop d'importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que au niveau de l'économie circulaire ou de la gestion des déchets, vous avez une réglementation qui s'applique. Cette réglementation, elle se base sur quoi? D'abord sur le Code de l'environnement, ensuite sur des directives cadres européennes, puisque nous sommes rattachés à l'Europe. Cette directive nous permet, en fait, nous oblige, en tout cas, à avoir des obligations de valorisation, des objectifs de valorisation du BTP. Ce sont également ce qu'on a appelé les lois Grenelle 2, qui sont en fait des lois qui ont permis de vraiment prendre en compte l'environnement dans toutes ses dimensions, dans toutes ses composantes. Et puis, une dernière petite loi, je le dis très vite, parce que c'est une loi qui est très, très importante, qui est sortie juste après le confinement, qui était très, très attendue des professionnels. C'est ce qu'on a appelé la loi AGEC, c'est-à-dire la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire. C'est une loi vraiment qui est épaisse comme tout, mais qui prend vraiment en compte la question de la production du déchet et qui met en exergue la responsabilité de tous. Ça me fait d'ailleurs revenir faire un petit focus sur ce dont je vous ai parlé. Au tout début, je disais que je travaillais pour les éco-organismes. Alors, très volontairement, je n'ai pas voulu parler des éco-organismes, ce n'était pas le but. Mais je tiens à vous rappeler un petit peu le principe même de l'éco-organisme. Pour faire simple, je dirais que l'éco-organisme, c'est une société à but non lucratif qui va, et je le fais très simple, hein, c'est vraiment pour que vous ayez que vous compreniez bien,
En fait, cette société-là, elle va récupérer l'éco-participation que vous allez lui verser lorsque vous allez acheter un produit. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis un consommateur, en étant un consommateur d'un produit, qui peut être ce genre de produit, mais qui peut être également ce genre de produit, pas pour faire des pubs, la pub, mais il faut que vous sachiez que tous les produits, la majorité des produits manufacturés que vous allez acheter, ils vont avoir une éco-participation qui est reversée à un éco-organisme. Cet éco-organisme, il répond à ce qu'on appelle la filière REP, la responsabilité élargie du producteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque Apple, lorsque Capes, lorsque Marshall ou que sais-je, ou HP vont mettre sur le marché, vont vouloir vendre des produits, ils doivent s'intéresser, se demander que deviendra ce produit quand il deviendra un déchet. Et donc, il se pose la question, la loi les oblige à se la poser, mais surtout les oblige en fait à se regrouper. Et donc, ils se regroupent au sein d'un éco-organisme. En contrepartie, ils peuvent récupérer cette éco-participation et donc l'éco-organisme viendra récupérer votre déchet, votre produit lorsqu'il deviendra un déchet. Je donne un exemple. Lorsque vous avez fini avec votre ordinateur, l'ordinateur ne fonctionne plus, vous voulez vous en débarrasser. Il y a 3 manières de se débarrasser de son ordinateur. Le premier, c'est de ramener l'ordinateur là où vous l'avez acheté, groupe digital, connexion, Conforama, que sais-je. Le deuxième, c'est de le ramener dans une déchetterie. Donc, en Guadeloupe, il y a bien une quinzaine de déchetteries et nous envisageons d'arriver à 18 déchetteries. Donc, vous pouvez ramener dans une déchetterie ou alors le ramener dans un endroit où on va faire du réemploi, de la réutilisation. C'est-à-dire, par exemple, une association telle que Casabroc, mais vous avez une multitude d'associations qui existent et qui vont pouvoir récupérer votre ordinateur. Alors, il faut que vous imaginiez que l'ordinateur que vous allez abandonner à un de ces 3 points, dans un de ces 3 points, l'ordinateur il faut bien payer quelqu'un pour venir collecter, etc. Et à ce moment-là, c'est l'éco-organisme qui viendra collecter. C'était juste une petite parenthèse pour vous expliquer un peu comment fonctionne en quelques mots. Parce que sinon, je suis encore là je vous garde jusqu'à 13h pour parler d'éco-organisme. Et en fait, c'était juste pour que vous puissiez avoir un peu une idée. Et donc, au niveau des filières REP, ce qu'on appelle les filières REP, la responsabilité élargie du producteur, c'est vrai que nous avons l'obligation de mettre en place de la collecte, du recyclage et surtout d'innover. Et c'est là que les éco-organismes ont tout leur sens dans le concept de réemploi et d'économie circulaire. Slide suivante. Au préalable, lorsque vous allez déconstruire ou rénover un bâtiment, alors on ne parle pas de la petite maison dans la prairie qu'on veut rénover, on ne parle pas de ça. On va plutôt parler d'un bâtiment qui aurait une surface de plus de 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés, ça correspond, je ne sais pas moi, 1000 mètres carrés, ça peut être, par exemple, le monsieur bricolage des habits. Il doit faire à peu près 1000 mètres carrés, un petit peu plus. Donc, il faut réaliser un diagnostic déchets avant démolition. C'est indispensable, c'est obligatoire. Ça va nous permettre en fait de pouvoir identifier les produits qui pourraient être recyclables. Le diagnostic déchets, bon, je vais passer rapidement parce que sinon on est là pour 13 heures. Mais en fait, l'idée, c'est de visiter, de venir sur site, de faire une analyse, de voir quels sont les volumes qu'il y aurait sur toutes les typologies de déchets. Donc, on va parler des fenêtres et des portes. Mais fenêtres et portes, selon qu'elles soient en bois, selon qu'elles soient en alu,
On va parler, par exemple, vous voyez, quand vous avez un grand bâtiment, vous avez beaucoup ce qu'on appelle les sorties de secours. J'espère que vous voyez de quoi je parle. Les petites sorties de secours, c'est les petits les trucs qui sont verts où on voit sorties de secours qui doivent s'allumer en cas d'incendie. Par exemple, un grand bâtiment de plus de 1000 mètres carrés, il en a des milliers. Des centaines. Il y en a beaucoup. Et donc, quand on va faire lorsqu'on va faire le diagnostic, ça va être aussi d'identifier ce type de produit. Parce que ce sont des produits qui, clairement, ne peuvent pas être abandonnés, ne doivent pas être abandonnés, ne doivent pas être enfouis. Donc, lorsqu'on fait un projet comme ça de déconstruction ou de rénovation, on va analyser un petit peu tout ce qu'il y aura. On va faire une étude technico-économique, combien ça va coûter, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut revendre, etc. Identifier les nuisances, ça aussi c'est important parce que de plus en plus, les bâtiments de grande surface comme ça ne sont pas tous seuls au niveau de champs. Ils se retrouvent dans un écosystème, ils se retrouvent avec une série, des fois avec des bâtiments autour d'eux, avec des gens qui y habitent. Donc, il faut pouvoir identifier les nuisances qui peuvent être des nuisances sonores, des nuisances autour de la production de poussière. Je prends pour exemple, vous avez vu la déconstruction de grands camps, par exemple. Ça, c'est un vrai sujet, puisque autour, vous avez énormément, des milliers de personnes qui habitaient. Et donc, ensuite, on fait un suivi de la démolition, à savoir qu'est-ce qu'on va faire, où on va envoyer tel produit, est-ce qu'on est bien dans les temps, etc., etc. Voilà un petit peu comment fonctionne un peu la déconstruction. Et un des projets qui doit arriver sur la suite. Alors, avant, on a la petite question. Toujours. Ah. Pour vous donner un peu du courage pour les dernières slides. Donc, dernière petite question. Donc, c'est un vrai ou faux. Est-ce que la composition de certains déchets, peut empêcher leur réemploi? Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, je rappelle pour les nouveaux arrivants, vous pouvez aller sur Kahoot et rentrer le code PIN du jeu. Bon, c'est la dernière question, mais vous pouvez déjà... Oui, on a des nouveaux. Oh, oui. On enverra le replay de toute façon à tout le monde comme d'habitude. Replay et support. Et du coup, ouais, c'est bien ça, c'est vrai. Par exemple, des déchets qui vont contenir de l'amiante, comme disait Madame Dieuchaud, des déchets qui vont contenir du plomb. Par exemple, les anciennes fenêtres, surtout par exemple, à Paris, vous avez des anciennes fenêtres qui avaient du plomb. Donc ça, ce sont des déchets qu'on ne pourra pas réemployer par rapport aux nouvelles réglementations relatives à la santé des personnes dans les bâtiments, etc. Ou des objets qui sont tout simplement défectueux. Il y a des huiles, des liquides réfrigérants, par exemple, sur tout ce qui va être climatisation. Enfin, vous avez effectivement des sujets là-dessus. Bien. Alors, du coup, on repasse sur les dernières slides. Et du coup, je te redonne la main, Christelle. Eh bien, merci beaucoup. Et bien là, on arrive vraiment dans j'ai envie de dire, le cœur de mon métier. Puisque moi, je travaille donc pour Valdélia, qui est un éco-organisme, et ils ont vraiment une très, très solide, une solide expérience dans le domaine de la gestion des déchets. Et ils ont souhaité pouvoir se positionner sur le bâtiment. Et là, vous voyez, ça, c'est un des projets que je suis en train de câliner, j'ai envie de dire, et j'espère que pour la fin de l'année, on va pouvoir proposer en Guadeloupe des solutions utiles, opérationnelles sur la question du bâtiment. Donc, pour ce faire, Valdélia a identifié 4 enjeux, l'enjeu matière, les enjeux traçabilité, service et réemploi. Ce sont sur ces 4 piliers, ces 4 enjeux qu'il va se positionner et qui va faire qu'on nous allons proposer une solution pérenne, enfin, on espère, en Guadeloupe, pour la gestion du bâtiment, des déchets du bâtiment, pas du bâtiment, des déchets issus du bâtiment.
Alors, je vais vous décrire rapidement les enjeux. Tout d'abord, un enjeu matière. Ça, c'est important, hein, c'est de pouvoir transformer, comme ils disent, hein, la contrainte réglementaire, excusez-moi, la contrainte réglementaire en levier de croissance. Donc, nous, on va vraiment aller voir ce qu'on a comme produit, comprendre un peu mieux où sont situés ces produits-là, dans quelle mesure ils peuvent avoir on peut les utiliser et voilà, comment ça se passe. J'ai touché un truc, mais c'est pas grave. Donc, pouvoir vraiment travailler sur la matière, est-ce qu'il va falloir les préparer, comment est-ce qu'on va pouvoir les consommer, etc., etc. L'enjeu de la traçabilité, lui, ça va être de collecter, de se demander en fait comment, quand on va réutiliser, quand on va collecter les matières premières, eh bien, on va pouvoir passer d'un déchet à un produit, à une matière première. On appelle ça des matières premières secondaires. Et donc, pour ce faire, il va falloir que nous, on travaille sur la traçabilité. D'où vient le produit, qui l'a produit, dans quel volume, dans quel tonnage, de quoi est-il composé, est-ce qu'il y a 1% je sais pas, d'amiante, de plomb, de machin, de quoi est-il composé? Et c'est ça qui va nous permettre, en fait, de pouvoir trouver les meilleures solutions et surtout de permettre, en fait, son recyclage en toute connaissance de cause. Ensuite, à l'issue de cet enjeu de la traçabilité, on aura ce qu'on appelle l'enjeu du service. Je vais passer à l'autre slide. Je ne sais pas pourquoi j'étais perdue. Oui, non, je suis passée à l'autre slide, mais j'ai l'impression que les enjeux se sont répétés. Les enjeux se sont répétés. On fera la correction avant d'envoyer. Parce qu'effectivement, l'enjeu de service, on dirait que c'est le même texte. Et normalement, ce n'est pas traçabilité, c'est… ouais. C'est ça. Alors, du coup, je vais devoir un petit peu faire preuve enfin, voilà, trouver la solution. Donc, apporter une offre de service large aux acteurs de la filière. Il s'agissait en fait ici… l'enjeu de service. Donc, on a parlé de l'enjeu matière, l'enjeu traçabilité, l'enjeu de service. C'est apporter une offre de service à l'ensemble des acteurs. Il s'agira en fait de transformer la contrainte réglementaire en levier de croissance, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est l'enjeu de… Ça, ce n'est pas du tout l'enjeu, c'est l'enjeu de matière. Oui. Oui, je n'avais pas vu traçabilité. Mais du coup, là, en fait, c'est l'enjeu réemploi, je pense. Voilà, c'est ça. Oui. On fera la mise à jour avant de vous envoyer le PowerPoint. Je vous ai montré là, au lieu de marquer l'enjeu service, ça sera l'enjeu, non, c'est bien l'enjeu service, et le dernier, c'est l'enjeu réemploi, c'est-à-dire, ça sera de réinventer la circulation des produits et matériaux. Comment faire pour faire en sorte de développer de l'activité autour du réemploi? Comment développer une approche circulaire? Faire en sorte que les gens puissent intégrer que lorsqu'on fait un autre produit, ce produit-là, on peut utiliser des produits recyclables. Voilà, ça va être tout ça les enjeux. Alors, juste pour que je puisse être plus claire, et j'espère que je le serai, je reprends un petit peu les enjeux que nous avons identifiés, qui étaient l'enjeu matière, traçabilité, service et réemploi. Donc, matière, c'est d'avoir une matière, pouvoir identifier le lieu de matière, les matières. Traçabilité, c'est de se demander d'où ils viennent, de quoi sont-ils composés, et c'est de garantir en fait aux futurs, comment je pourrais dire ça, les futures personnes qui vont utiliser ces produits-là, de les rassurer sur d'où vient leur produit. L'enjeu de service, c'est de leur apporter le service, c'est-à-dire la collecte depuis le lieu de production, par exemple. Et l'enjeu autour du réemploi, c'est de s'assurer qu'on peut réemployer ces produits-là et de mettre en exergue, de permettre aux professionnels
de pouvoir vivre de cette question de réemploi. Pour être encore plus clair, j'espère, je vais vous donner un exemple. Nous avons rencontré il y a quelque temps une entreprise qui est en train de développer une unité de concassage. Donc, l'idée, c'est de récupérer des déchets de déchetterie, de bâtiments, des déchets de bâtiments de déchetterie, et de pouvoir le broyer, le mettre dans du béton pour pouvoir faire ce qu'on appelle des blocs de préconstruction pour pouvoir faire des murs, pour pouvoir monter des murs. Et vous voyez, ça c'est vraiment la preuve de la mise en place d'une économie circulaire sur notre territoire. C'est un projet qui va être accompagné par l'ADEME. Et c'est un projet pour lequel je suis assez enthousiaste parce que je pense que ça va être une solution plutôt que d'avoir ces produits qui finissent dans des décharges, parce qu'en Guadeloupe, beaucoup finissent en décharge. Ça nous permettra de pouvoir réutiliser l'ensemble de ces produits-là. Voilà. Je suis à votre disposition pour les autres questions, puisque je pense que nous avons terminé. Oui, tout à fait. On a terminé. Alors, avant de passer aux questions, je vous propose de voir le classement final. Alors, donc, le troisième, ce sera, c'est Lohan. Félicitations. Sanon, qui arrive en deuxième position. Et la première position, eh bien, c'est pour Ambre. Félicitations à tous les... Ah, j'ai les finalistes. Je ne vois pas parce que j'en ai partagé. Enfin, bref. Félicitations à tous les trois. Et du coup, effectivement, si vous avez des questions pour Madame Diocho, allez-y. N'hésitez pas. Il n'y a pas de questions? Oui, j'aime bien quand les présentations sont claires comme ça. Comme ça, il n'y a pas de questions. Tant mieux s'il n'y a pas de questions. Alors, moi, je vais quand même vendre mon truc. Je pense que, en tout cas, cet atelier pédagogique, vous voyez bien qu'en une demi-heure, c'est très difficile de pouvoir balayer l'ensemble des sujets, hein, parce que c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est passionnant. Maintenant, moi, en tout cas, c'est un sujet qui me passionne. Donc, je le trouve passionnant, mais je pense que vraiment, le développement durable, l'économie circulaire, ce sont de nouvelles, enfin, surtout l'économie circulaire, hein, ce sont de nouvelles façons d'appréhender notre vie de consommateur, notre vie, peut-être pour certains, votre vie professionnelle. Et je pense que dans ce concept-là, il y a du boulot. Voilà. Il y a du boulot. Il faut juste être bien formé et être suffisamment passionné pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Oui, tout à fait, Estelle. C'est exactement ça. Et pour compléter, c'est vrai que donc l'idée de l'atelier pédagogique, c'était surtout de vous faire comprendre pourquoi c'est important et comment est-ce qu'on peut le mettre en place réglementairement, surtout à l'échelle du bâtiment. Et du coup, c'est vrai que je crois qu'on a surtout Chloé et Lohan qui sont au lycée et donc qui travaillent sur le réemploi des ressources locales. C'est vrai que quand vous partez d'un projet, vous partez d'un élément, de matériaux neufs, vous n'êtes pas dans le cas où vous déconstruisez pour réemployer. C'est pas exactement la même chose. C'est pas... Là, c'était vraiment l'aspect réglementaire du bâtiment. Mais dans le cadre de votre projet, effectivement, comme on s'était dit dans les différents ateliers pédagogiques, c'est toute la mise en œuvre plutôt pour avoir un produit fini par la suite. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais voilà. Après, Chloé, merci Madame Montout, merci pour ce message. Chloé, vous êtes sur le coco, c'est ça? C'est ce que tu m'as dit? Oui, c'est Coifin sur la réutilisation de la fibre de coco pour faire, entre autres,
fibres de coco et plusieurs liants, etc., pour faire des panneaux agglomérés. Et donc, oui, donc si je ne dis pas de bêtises, Coeloane, elles ont fait les briques de test, enfin leurs panneaux de test ce week-end, selon plusieurs recettes de liants, de proportions, etc. Et demain, elles vont faire les tests au lycée pour voir un peu les différentes caractéristiques thermiques. Faites quoi encore? Thermique, hygrométrie et je ne sais plus. D'accord. Voilà. C'est intéressant. Oui. Donc, effectivement, c'est la catégorie lycée qui travaille sur le réemploi. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres catégories qui étaient présentes. Donc, c'était aussi pour vous permettre d'appréhender ce sujet-là, parce que je sais qu'il y a quelques groupes qui intègrent un peu l'aspect réemploi économie circulaire dans leur projet. Donc, voilà. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de questions, en tout cas, je remercie Christelle pour son temps et pour cette présentation très claire. Et vous aussi, du coup, pour votre participation. J'en profite pour vous rappeler que jeudi prochain, donc le 31, on a le dernier atelier pédagogique sur imaginer le bâtiment dans la ville durable de demain. Donc, c'est vraiment pour un peu ouvrir, parce que vous avez travaillé plutôt à l'échelle du bâtiment dans le cadre de vos projets, et c'est ouvrir sur l'aspect quartier, éco-quartier, tout ce qui est gestion des flux. Et on aura un des intervenants qui va nous présenter, deux projets d'éco-quartier et d'aménagement durable en Guadeloupe. Donc, voilà. Et je vous enverrai aussi, enfin, j'enverrai à tout le monde, en tout cas, on avait déjà fait un rappel des prochaines échéances, mais un format type de poster, parce qu'il faudra laisser un espace pour mettre les logos, etc. Donc, je vous enverrai ça aussi. Et je ne sais plus ce que je dois vous envoyer. Mais en tout cas, je continue à vous envoyer des mails jusqu'au 12 avril. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on refasse, on a fait à peu près avec tout le monde, on a fini les points techniques. Mais si individuellement, vous voulez qu'on refasse un point technique avec votre établissement, votre groupe, vous n'hésitez pas à nous dire, notamment pour la préparation des rendus, pour la préparation du grand jury. Il suffit de vous envoyer un mail. Il suffit d'envoyer un mail à moi ou à la personne avec qui vous faites en général le groupe de travail et on se rendra disponible pour faire cette séance complémentaire. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci à vous aussi. D'accord, merci. Au revoir. Bon après-midi. Merci, Bon au revoir. après-midi. Au revoir. Il y a une personne qui a du mal avec... Et bien, du coup, Madame Joshua, merci encore. Et à bientôt. Et puis, j'envoie tout ça et puis on se tient au courant pour la suite. Je revois la dernière slide. Je vais regarder ça tout à l'heure. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Et du coup, on se tient au courant pour le grand jury, etc., vu que vous serez invité, bien sûr. Et puis, normalement, c'est fin avril, le 30. Okay. Un samedi. D'accord. Un samedi. Ouais, mais comme je suis à Marie-Galante, je viens de voir ça. Hein. Je suis à Marie-Galante, en principe, le 28 et le 29. Donc, 28 et 29, donc ça veut dire que le 30, il faut que je reste. Il n'y a pas de week-end. Parfait. Bon, et ben bonne journée et merci encore en tout cas. De rien, à très bientôt. À bientôt. Merci, au revoir.